Petit 4. Influence du pH sur la stabilité des complexes. Par définition, tous les ligands sont des bases de Lewis, puisqu'ils ont un doublet non liant. Autrement dit, tous les ligands sont aussi des bases de Bronsted, puisqu'avec ce doublet non liant, ils peuvent attaquer un proton H+. Autrement dit, un ligand L est toujours la base d'un couple HL+L. Alors certains ligands vont être des bases extrêmement faibles, et donc finalement ils vont quasiment pas réagir, mais d'autres vont être des bases qui vont pouvoir réagir, et qui vont donc pouvoir faire des réactions acido-basiques en plus des réactions de complexation. En particulier, quand on est en milieu acide, il peut y avoir consommation du ligand L par la réaction acido-basique. L plus H3O+, donne HL+, plus H2O. Et si on consomme le ligand L avec cette réaction, ça va avoir une influence sur l'équilibre de complexation, l'équilibre entre Ml et L, qui sera déplacé dans le sens de la dissociation du complexe, c'est-à-dire dans le sens Ml donne M plus L. On peut le prévoir qualitativement avec la méthode des déplacements d'équilibre. On se souvient que la loi de Le Chatelier nous dit que lorsqu'on fait une perturbation sur un équilibre, il se déplace dans le sens qui s'oppose à cette perturbation. Ici, si la perturbation consiste à se mettre en milieu acide et donc à consommer le ligand L, l'équilibre Ml donne M plus L va se déplacer dans le sens qui s'oppose à cette perturbation en créant à nouveau du ligand L, autrement dit dans le sens de la dissociation du complexe. Au-delà de l'étude qualitative, le fait d'avoir simultanément un ou plusieurs équilibres de complexation et des équilibres acido-basiques, ça peut amener à des exercices plus compliqués, des exercices où les deux chapitres se mélangent. Dans ce type de cas, on ne peut pas utiliser la méthode de la réaction prépondérante pour simplifier le système et dire qu'il ne se produit qu'une seule réaction. En effet, la méthode de la réaction prépondérante ne fonctionne que quand on compare des réactions qui échangent toutes le même type de particules. On peut utiliser la méthode de la réaction prépondérante pour comparer des réactions acide-base entre elles, parce qu'elles échangent toutes des protons, ou pour comparer des échanges de ligands qui échangent tous le même ligand. Mais on ne peut pas l'utiliser pour comparer des réactions acide-base avec des réactions de formation de complexes. Donc ici, il faut vraiment considérer qu'il y a plusieurs équilibres qui vont se passer simultanément et on ne peut pas simplifier ça. Dans le cadre du programme, on vous indique que si on vous demande de trouver l'état final d'un système à l'équilibre, on ne peut vous le demander dans le cadre du programme que s'il n'y a qu'une seule réaction qui se produit. Donc si on veut vous faire étudier un système qui a plusieurs réactions simultanées, comme là par exemple une réaction acide-base et une réaction de dissociation d'un complexe, et que ce système ne peut pas être simplifié par la méthode de la réaction prépondérante, alors ça veut dire que vous êtes dans deux types de situations. Premier type de situation, l'une des réactions peut en fait être négligée. Par exemple, oui, il existe une réaction acide-base qui consomme le ligand, mais en fait, dans le pH auquel on se trouve, cette réaction acide-base est complètement négligeable. Donc comme on peut la négliger, du coup, on n'en tient plus compte et on revient au cas où il n'y a qu'une seule réaction qui se produit. Donc ça, c'est une manière de résoudre ces problèmes-là dans le cadre du programme. Une autre manière d'aborder des problèmes où il y a plusieurs réactions qui se passent simultanément tout en restant dans le cadre du programme, c'est qu'au lieu de vous demander de trouver l'état d'équilibre, on va vous donner l'état d'équilibre. On va vous le donner sous la forme d'une information. Et cette information fait que vous n'avez plus à chercher l'état d'équilibre, mais simplement à mieux le décrire. C'est-à-dire qu'on va vous donner une petite information, et à partir de cette petite information sur l'état d'équilibre, vous allez pouvoir en déduire les autres informations. Et pour en déduire les autres informations, il faudra utiliser une notion importante, c'est la notion que tous les équilibres se produisent simultanément. Autrement dit, on peut écrire la loi de Gulbert et Waage à la fois pour l'équilibre acide-base et pour l'équilibre de complexation. Ça va être le cas de l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, on vous dit ceci. On dispose de 10 ml d'une solution de complexe CeF2+, à la concentration de 0,1 mol par litre. On ajoute sans dilution une quantité N d'acide fort jusqu'à ce que 50% du complexe soit détruit. On vous donne comme donnée la constante de dissociation pKd1 pour le couple CeF2+, Ce3+, qui vaut 4,1,
et le pKa du couple HF-F- qui vaut 3,2. On est donc bien dans le cas où il va y avoir simultanément une dissociation de complexes qui peut produire l'ion Ce3+, et l'ion F-, et une réaction acide-base, puisque l'ion F- est une base qui peut former l'acide HF. La première question, c'est écrire la réaction de dissociation du complexe sous l'effet des ions hydronium H3O+, et calculer sa constante. Puis ensuite, on vous demande donner la composition finale de la solution ainsi que le pH final, et en déduire la quantité N d'acide chlorhydrique ajouté. Alors quand on voit la question donner la composition finale de la solution ainsi que le pH final, on peut avoir l'impression qu'on vous demande de trouver l'état final. Mais en fait non, on ne vous demande pas de trouver l'état final, on vous l'a déjà donné. On vous demande simplement de le décrire complètement. À quel moment on vous l'a déjà donné? Eh bien on vous l'a déjà donné quand on vous a dit que 50% du complexe était détruit. En effet, si on sait que 50% du complexe est détruit, en gros ça veut dire qu'on vous donne l'avancement final de la réaction de dissociation du complexe. Et donc, on vous donne une information sur l'état final qui va faire que vous êtes capable de faire l'exercice plus facilement. Ça, c'est le truc qu'il faut apprendre à détecter. Je vois souvent des élèves qui sont en difficulté parce qu'ils se lancent dans le problème en essayant de trouver l'état final alors qu'on leur a déjà donné. Et que la seule chose en fait qu'ils ont besoin de faire, c'est mieux décrire cet état final à partir de l'information de l'énoncé. Donc, je vais vous laisser maintenant réfléchir à ce problème tranquillement. Dans la question 1, on vous demande de faire une combinaison de réactions, en gros, puisque la réaction de dissociation du complexe sous l'effet des ions H3O+, en gros, c'est la combinaison de la réaction de dissociation du complexe et de la réaction acide-base qui peut se produire donc avec les ions F- et les ions H3O+. En faisant cette combinaison de réactions, vous pourrez calculer la constante de la réaction. Et ensuite, pour répondre à la question 2, eh bien tout simplement, il faut se poser la question, puisqu'on connaît déjà l'avancement d'une des réactions et qu'on peut écrire la loi de Gulbert et Waage pour chacune des deux réactions, comment on peut en déduire finalement toutes les concentrations sans avoir besoin de faire de tableau d'avancement, puisqu'on vous donne déjà l'avancement d'une des réactions. Simplement, vous écrivez les lois de Gulbert et Waage, vous considérez cette donnée-là et vous verrez, vous trouverez les résultats. Vous pouvez aussi essayer de faire la question 3 dans la foulée. Elle est un peu plus difficile, elle demande d'avoir un tout petit peu de recul sur ce qui s'est passé. En tout cas, mettez pause sur la vidéo, essayez de faire l'exercice au complet, et je vais donner la solution dans quelques instants. Voici la solution. Dans la question 1, la réaction qu'on vous demande est la combinaison de deux réactions. La réaction de dissociation du complexe, de constante KD1 égale 10 moins 4,1, et la réaction entre F- et H3O+, qui donne HF et H2O, qui est l'inverse de la réaction de constante d'acidité Ka, et donc qui a la constante 10 puissance plus 3,2. La réaction que l'on cherche, qui est CEF2+, plus 3H3O+, plus H3O+, donne CE3+, plus HF, à une constante K standard 3. Comme on voit que cette réaction ici, qui est notée réaction numéro 3, est égale à la réaction 2 plus la réaction 1, on peut en déduire que K standard 3, c'est K standard 1 fois K standard 2. Autrement dit, ici, 10 puissance moins 0,9. Pour la question 2, on vous demande quelle est la composition finale de la solution, tout en vous donnant une information importante sur l'état final, c'est que, à l'état final, la concentration en CEF2+, est égale à la concentration en CE3+, et est égale à 0,05 mol par litre, puisqu'on vous indique que 50% du complexe est détruit. Comme on vous donne cette info, inutile de faire des tableaux d'avancement, vous connaissez déjà l'état final, simplement, il suffit maintenant d'écrire toutes les relations de Gulbert et Waage à l'équilibre pour avoir les informations complètes sur cet état final. On sait en effet que les équilibres 1 et 2 sont tous les deux simultanément établis. Autrement dit, pour l'équilibre 1, on peut écrire la loi de Gulbert et Waage qui dit que K standard 1 égale CE3+, fois F- sur CEF2+. Or, comme on sait que CEF2+, et CE3+, sont égaux, les deux concentrations vont se simplifier,
Et on obtient donc que K standard 1 égale la concentration en F- à l'équilibre. Et ça y est, on a la concentration en F- qui est 7,9 10-5 mol par litre. Comme l'équilibre 2 est établi, on peut en déduire que K standard 2 est égal à HF sur H3O+, fois F-. On a toutefois deux concentrations inconnues ici, la concentration en HF et la concentration en H3O+. Mais, une fois de plus, il faut se dire que on a sûrement l'information quelque part, et en effet, on va pouvoir obtenir la concentration en HF autrement. En effet, l'élément fluor, initialement, il est uniquement présent dans le complexe CeF2+. Donc, on peut écrire la conservation en élément fluor en considérant que si CeF2+, se dissocie et forme des éléments fluor, eh bien la quantité totale d'éléments fluor reste tout de même la même en solution. On peut donc dire que la concentration en CeF2+, plus la concentration en HF, plus la concentration en F-, doit être égale à 0,1 mol par litre, qui était la concentration initiale en CeF2+, puisqu'initialement il y avait 0,1 mol par litre d'éléments fluor. Et bien à la fin, il faut qu'il y ait 0,1 mol par litre en faisant la somme de toutes les espèces contenant un élément fluor. Grâce à cela, comme on connaît déjà la concentration en CeF2+, et la concentration en F-, on peut en déduire que la concentration en HF sera d'environ 0,05 mol par litre. Une fois qu'on connaît la concentration en HF, avec la constante K standard 2, on peut en déduire la concentration en H3O+, qui sera égale à HF sur K standard 2 fois F-, autrement dit, qui sera égal à 0,4 mol par litre. Et on peut en déduire donc le pH, pH égale moins log de concentration en H3O+, égale 0,4. Donc là, assez difficile ce genre de question, parce que il n'y a pas de méthode dans l'absolu. Ce qu'il faut voir, c'est, on a une information sur l'état final, qui est l'information que la moitié du complexe est détruit. On sait qu'il y a des constantes d'équilibre qui sont vérifiées, on sait qu'il peut y avoir des conservations de la matière qui sont vérifiées, et il faut utiliser toutes ces informations pour décrire complètement l'état final jusqu'à obtenir les concentrations de toutes les espèces et le pH. Dans la question 3, on vous demande quelle quantité d'acide chlorhydrique HCl il a fallu ajouter pour arriver à cet état final. Ici, on peut faire un raisonnement avec un bilan de matière. La quantité d'HCl ajoutée, c'est la quantité nécessaire pour avoir la quantité d'ion H3O+ voulue à l'état final, plus la quantité nécessaire pour former la quantité de HF voulue à l'état final. Autrement dit, ces quantités sont égales aux concentrations de chacune de ces deux espèces à l'état final, fois le volume, qui est ici de 10 ml. On arrive donc à une quantité N de HCl ajouté qui sera égale à 0,4 plus 0,05 fois 0,01, qui est le volume, autrement dit 4,5 10-3 mol. Alors si c'est mol et pas mol par litre. Voilà pour cet exercice. Le dernier exercice était plus difficile, puisqu'ici on ne peut pas appliquer des méthodes de façon systématique, mais il faut essayer de comprendre les informations que nous donne l'énoncé, celles qu'il nous demande, et relier tout ça.